Alors un petit supplément sur les problèmes que j'ai eu avec le DCX qui s'est montré lorsque j'ai fait les mesures. Euh, En fait, j'ai voulu aller voir un petit peu quel problème peut y avoir en traçant un peu les signaux et en voyant que avec le temps, les canaux devenaient de plus en plus différents. Il y a des canaux qui s'affaiblissaient au fur et à mesure à avoir plusieurs décibels d'écart. Et en fait, bon, ben, en fouillant un peu, en touchant par hasard la nappe à ce niveau-là, en fait, il y avait un gros problème pas de contact ici parce que le connecteur était bien fiché, mais au niveau de la pliure, un problème de connecteur pincé, de conducteur pincé. Et en fait, c'était là que ça se passait. Donc au niveau électronique, il n'y a pas de problème. Il y a juste un problème au niveau, il y avait un problème au niveau du câble, de la nappe ici. Et ça, c'est le problème de ces nappes fragiles. La pliure ici est assez brutale et en fait, il doit y avoir un problème de câble qui doit être rompu et qui, là, actuellement, là, fonctionne. Mais il y a une fragilité à ce niveau-là. Le problème dans le DCX, alors on peut le voir ici comment il est construit. Ici, il y a la carte d'entrée-sortie. Là, c'est la carte de traitement hein, avec le DSP, les DAC, les ADC, la mémoire, là, le lecteur de cartes, etc. Euh, le problème, c'est que ces nappes ne peuvent pas être changées facilement parce qu'elles sont soudées d'un côté. Il y a juste un connecteur de l'autre. Et ça, c'est assez emmerdant. Parce que, bon, ben, si on veut changer la nappe, bon, ben, il faut enlever la plaque. Ben, pour enlever la plaque, il faut enlever toutes les vis à l'arrière. Il faut dessouder le connecteur. Enfin, on met le doigt dans un truc et hop, il y a le bras qui part avec. C'est un peu emmerdant. Donc, bon, ici, la nappe semble remarcher, mais c'est un point faible de ce style de connecteur qui évidemment est standard et coûte pas cher, mais malheureusement est quelque chose de fragile. Alors cette fragilité elle doit venir du fait qu'il a déjà été démonté quelques fois, il a été manipulé. Donc normalement, si on n'ouvre pas son appareil, qu'on n'y touche pas, ça ne devrait pas poser plus de problèmes que ça. Mais c'est une source de fragilité mécanique et c'est de là que venait le problème. Donc maintenant que la nappe a été remise dans une position où elle semble fonctionner, on va pouvoir refaire en vitesse une paire de mesures pour montrer que ben, finalement le problème a disparu et que cet appareil se comporte parfaitement avec des canaux qui sont assez similaires. Et on va regarder ça un peu plus près. Je vais refaire en entrée analogique, distorsion, bande passante et FFT. Et on va voir maintenant exactement ce qui se passe lorsque l'appareil lui fonctionne sur les deux canaux. Ok, donc là on va partir sur le mesure de la courbe de réponse. Tout voilà. Donc ça ressemble beaucoup aux mesures qu'on avait faites jusque-là, avec ici une disparité entre canaux de l'ordre de 0,005 décibels. Les canaux sont extrêmement proches, donc là il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein, donc nous on se retrouve avec le même type de courbe de réponse tel qu'on avait au début des mesures avant que les problèmes surviennent. Alors ce qui se passait, c'est que le contact se détériorait ou le câble se pinçait au fur et à mesure et les courbes s'écartaient au fur et à mesure, ce qui faisait en fait de la distorsion qui venait se rajouter. Ok, maintenant mesure de distorsion, c'est parti. Donc là on voit tout de suite que maintenant les deux canaux sont rejoints à ce niveau-là. Ils fonctionnent d'une manière assez analogue. Donc il n'y a pas spécialement de problème. Alors ici, j'ai remarqué qu'en fait j'avais des problèmes de capture simplement parce que j'ai le logiciel de capture de vidéo qui prend tellement de cycles processeur que en fait il y a certaines valeurs qui passent pas lors de l'acquisition. C'est simplement parce que la machine est trop faible, c'est une vieille machine sous 98 que certaines valeurs ne passent pas dans la transmission. Bon, ça c'est un effet de bord de la capture vidéo. Donc voilà la mesure de distorsion. Maintenant on se retrouve entre 0,0005 à 0,002. Donc là il n'y a plus aucun problème, l'appareil se comporte vraiment d'une manière irréprochable, il n'y a pas grand chose à en dire, les taux sont vraiment très faibles. Surtout en entrée purement analogique, là il y a les doubles conversions, etc. Donc là on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Donc cet appareil fonctionne très bien à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Ok, FFT là-dessus, là une simple FFT de 2000 points, bon la distorsion est là maintenant assez similaire d'un canal à l'autre. Il y a juste ici le H2 et puis quelques trucs. Alors là c'est une simple FFT faite une fois. Ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé les possibilités de moyenner un certain nombre de FFT afin de
limiter le bruit de fond ici et de pouvoir mieux discerner les harmoniques qui apparaissent. Et ici, à partir de la H3, sont noyés dans le bruit. Donc là, il fait une acquisition d'un certain nombre de FFT. Ici, j'en ai demandé 32. Et il va les moyenner afin de minimiser le bruit par simple moyenne. Et ça permet d'avoir des courbes beaucoup plus propres. Là, on voit que la courbe est beaucoup moins bruitée. Et là, on peut beaucoup plus facilement extraire la distorsion harmonique de FFT. Donc voilà ce qui reste, si on peut dire ça. Donc la H2 est à moins 105, la H3 est à moins 118, 117, quelque chose comme ça, pour un niveau ici de 0 décibels, je pense, quelque chose comme ça. On est à... Effectivement, on est là, il m'a remis à l'échelle simplement sur la zone que j'ai zoomé. Donc effectivement, je suis à moins 100. Donc le niveau d'entrée est de plus 2,2 décibels. J'ai pris ce niveau-là. Je pourrais prendre, par exemple, on va prendre par exemple moins 50 décibels en niveau de sortie. Je vais faire pour les deux canaux, évidemment. Là, je vais refaire un calcul avec simplement le fondamental à moins 50. Donc le pic sera ici. Et là, on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais bon, effectivement, le résidu ici est extrêmement faible, hein, et les deux canaux se comportent exactement de la même manière. Donc, il n'y a plus cette dissymétrie que j'avais à l'époque lorsque j'ai fait les premières mesures. Ce qui montre qu'un simple câble qui est mal enfiché permet d'avoir des problèmes assez pernicieux qui peuvent débouler. Alors ici, effectivement, là, c'est carrément la distorsion est quasiment indécelable du bruit de fond. On se retrouve vraiment avec quelque chose vraiment difficile à discriminer. Il y a un petit peu de H4 qui apparaît là, mais le reste... Vraiment, c'est très difficile à mesurer, quoi. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment difficile de reprocher quoi que ce soit à cet appareil, en tout cas à ce niveau-là. Après, je vois pas trop quelle mesure pourrait vraiment faire apparaître des défauts qui seraient audibles en soi. Ici, si le jitter était important, on aurait un bruit de fond qui déboulerait autour du signal fondamental. On aurait des signes qui apparaîtraient. Ici, c'est même pas le cas. Donc, il n'y a pas vraiment de défaut à ce niveau-là. Donc, bon, ben voilà, cet appareil-là, maintenant qu'il n'a plus de problème de connectique, ben, il mesure d'une manière parfaitement utilisable et il ne posera absolument aucun problème dans une chaîne. Il n'y a vraiment pas à se poser de questions à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, maintenant, on a une meilleure idée d'un appareil qui fonctionne. Hein, et comme je dis et que je confirme, cet appareil vaut chaque euro qu'il coûte. Est un placement sûr pour éviter de s'emmerder avec du filtrage difficile en analogique. Ça permet de faire des tas de réglages, de s'affranchir de problèmes qu'on ne pourrait de toute façon pas résoudre autrement. Puis voilà, il y a juste à résoudre le problème de volume et de réglage de volume en soi, mais bon, il y a plusieurs autres solutions. Il faut gérer la topologie de son système. Mais en tout cas, c'est difficile de faire mieux que ça, surtout au prix. Et ça, la mauvaise réputation qu'il pourrait avoir dans les milieux audiophiles n'est absolument pas justifiée autrement que c'est parce que c'est pas assez cher.